On peut commencer peut-être. On va. Du coup, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la méthadone. Du coup, c'est surtout pour un peu désacraliser ce que c'est que la méthadone et faire un peu un point général, parce qu'on l'utilise quand même pas beaucoup. Mais du coup, la méthadone, qu'est-ce que c'est? Ses indications et son utilisation. Donc la méthadone, on l'a souvent, le préjugé de la méthadone, c'est de la drogue. Pourquoi on a ce préjugé? Parce que en premier lieu, la méthadone, elle est utilisée à visée substitutive de la toxicomanie. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, la méthadone, nous, on l'utilise beaucoup dans l'antalgie des douleurs dites rebelles chez les patients qui ont des douleurs cancéreuses. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Les propriétés pharmacologiques de la méthadone, ce qui va expliquer pourquoi on utilise la méthadone dans la douleur. D'abord, la méthadone, c'est un opioïde de synthèse. C'est pas comme la morphine, qui est un dérivé direct du pavot. La méthadone, elle a été synthétisée chimiquement en 1930 et après, elle a été utilisée pour la douleur et après utilisée plutôt à visée substitutive. Donc pendant longtemps, on l'a utilisée que à visée substitutive chez les patients toxicomanes, surtout intraveineux, l'héroïne. Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, elle est réutilisée sur le plan de la douleur. Pourquoi elle est utilisée sur le plan de la douleur et quel est son intérêt? C'est c'est un agoniste puissant des récepteurs des opioïdes au niveau synaptique, au niveau de la zone de réception de la douleur au niveau de la moelle. Et au niveau de cette moelle, il y a aussi des récepteurs qu'on dit NMDA. Ces récepteurs NMDA, la méthadone, elle va antagoniser ces récepteurs. Et ces récepteurs, ils sont très importants dans les douleurs qu'on va appeler répétées ou chroniques et les douleurs neuropathiques. Donc, c'est ce qui fait vraiment la plus-value de la méthadone par rapport à la morphine quand on l'utilise. La méthadone, elle est métabolisée par le foie. C'est ce qui va rendre son utilisation un peu compliquée parce qu'elle a de nombreuses interactions médicamenteuses parce que la synthétisation de la méthadone va être par certains cytochromes qui vont être activés ou inhibés par certains médicaments. Donc, avec la méthadone, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. J'en ai pas fait la liste aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, quand on débute la méthadone, il faut prendre la liste. Il faut prendre la liste et regarder ou pas s'il y a ces médicaments. Et après, la balance bénéfice-risque, quand on débute la méthadone, est-ce qu'on l'associe avec les traitements qu'il y a chez le patient? Ça se discute un peu au cas par cas. Il y a certains médicaments dont je vous parlerai après qui sont vraiment pour lesquels il y a une utilisation difficile. L'intérêt aussi de la méthadone, c'est qu'elle a une élimination digestive, donc dans les fesses. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle ne s'accumule pas en cas d'insuffisance rénale. Donc on peut l'utiliser chez les patients qui sont insuffisants rénaux et qui ont des clairances très très faibles. Elle a une demi-vie autour de 20 heures, mais il y a une grande variabilité interindividuelle. C'est ce qui fait que aussi la méthadone est difficile à utiliser. C'est que d'un patient à l'autre, elle va agir de manière très différente et le patient va le tolérer de manière aussi assez différente par rapport à d'autres. Elle a une biodisponibilité de 80 à 95%, donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est assimilée, qu'elle est prise, la quasi-totalité de la méthadone va être efficace. Donc ça, c'est un point important. Et elle est très lipophile. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est également assimilée, elle va vite être distribuée dans les tissus. C'est ce qui fait qu'en fait, la méthadone va avoir moins d'effets
psychodysleptique ou récréatif, et c'est pour ça qu'elle est moins utilisée, qu'elle est utilisée à visée substitutive, c'est qu'elle va pas avoir les mêmes effets que la morphine au niveau neurologique, parce qu'elle est très vite distribuée dans les tissus. Donc il n'y a pas l'effet shoot en fait de la morphine. Mais c'est aussi ce qui va rendre son utilisation un peu complexe, et notamment au début, c'est que donc elle se stocke dans les graisses. Et donc, une fois il y a un temps d'équilibration, en fait, quand les patients sont vierges de méthadone, et ben, petit à petit, en initiation, la méthadone va être stockée jusqu'à un taux de saturation des tissus. Et le risque, c'est que à peu près à J4, J6 de l'introduction de la méthadone, et ben, les tissus relarguent la méthadone qui avait été stockée. Et donc là, il y a souvent des syndromes de surdosage. On voit régulièrement des syndromes de surdosage autour de cette date-là, après l'initiation de la méthadone, parce que les tissus sont arrivés à saturation. Donc c'est vrai que c'est pour ça que l'initiation est un peu difficile. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une grande variabilité interindividuelle. Bah, tous les patients ne stockent pas de la même manière la méthadone. Et c'est ce qui va faire que les patients vont plus ou moins bien la tolérer selon leur profil. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais. Ce qui va nous intéresser, du coup, les indications de la méthadone. La méthadone, il y a eu une recommandation de la NSM en 2019 avec une autorisation de mise sur le marché du Zorion, donc qui est vraiment la forme de méthadone qui est utilisée pour la douleur. L'indication de la méthadone, elle est assez précise. C'est un traitement de fond de la douleur d'origine cancéreuse, d'intensité modérée ou sévère. Donc c'est vraiment réservé à des patients douloureux sur des lésions cancéreuses et chez qui le traitement opioïde est en échec, soit parce que on a dû augmenter, on n'arrive pas à soulager correctement le patient, soit parce qu'il y a des effets indésirables trop importants de la morphine. Donc ça peut être un traitement de rotation d'opioïdes. Il peut y avoir souvent, c'est pas le premier, c'est pas la première intention, merci, de rotation d'opioïdes. Mais quand il y a des douleurs neuropathiques, par exemple, on y pense plus rapidement. Donc là, je vous ai mis le Zorion. Donc il y a en comprimé, en gélule ou en sirop. Et il y a différentes posologies. Voilà, c'est une petite illustration de ce que c'est que le Zorion. En pratique, comment on utilise la méthadone? L'initiation, donc, elle se fait souvent en relais d'un traitement opioïde habituel, donc la morphine, l'oxyconol, le fentanyl transdermique. L'indication de relais à la méthadone, elle se fait par un service spécialisé, par une unité de soins palliatifs ou par une équipe mobile de soins palliatifs. Et son initiation se fait majoritairement, dans tous les cas. Il y a quelques endroits où on peut le faire en HAD, mais c'est assez anecdotique. Mais sinon, c'est vraiment en hospitalisation. Avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est une molécule qui est quand même assez variable dans sa pratique. Et puis sur le plan théorique, il n'y a pas de vrai consensus sur l'équivalence exacte entre l'équivalent morphine orale et les doses de méthadone. Et les protocoles de relais sont pas. Il y a beaucoup de protocoles de relais qui sont proposés, et il n'y en a pas un qui est clairement supérieur à l'autre. Donc c'est un peu en fonction des pratiques et en fonction des équipes. Ils font ce qu'on appelle soit du stop and go, donc ils arrêtent le traitement par morphine et ils débutent directement la méthadone. Et après, dans le début direct de la méthadone, il y a soit on débute à la demande du patient, donc on débute à des doses qui auront été calculées selon la méthode choisie d'équivalent morphine orale, d'équiantalgie. Et donc le patient, dès qu'il a mal, demande une interdose.
soit on fait une dose comme le traitement opioïde habituel, une dose le matin, une dose le soir, avec des interdoses régulièrement, maximum toutes les 3 heures. Ouais, Estelle. Jamais. Je vais y revenir. Il n'y a pas jamais. Effectivement, Ouais. s'il y a un patch, Oui. on peut utiliser la méthadone combien de temps après? Alors ça, c'est pareil, le relais, c'est comme le patch, c'est la rotation du patch, c'est la même puisqu'en fait c'est le patch, on peut mettre de la morphine après parce que, il y a un délai entre le retrait du patch et la prise de morphine suivante, parce que le patch diffuse encore 12 heures après son retrait. Donc c'est pareil pour la méthadone. On va retirer le patch et que seulement quelques heures après, on pourra donner une interdose. Pour la morphine et la méthadone ne sont jamais utilisées ensemble. Je vais y revenir après parce que c'est pas vrai. Mais donc du coup sur ces protocoles d'initiation de la morphine, donc soit on arrête complètement la morphine et on commence la méthadone, soit dans certaines équipes, et il y a certains protocoles qui le proposent, c'est ce qu'on appelle chevaucher. C'est pour éviter le syndrome de sevrage de la morphine. Donc on va diminuer progressivement la morphine et introduire progressivement la méthadone. Voilà. Le chevauchement, c'est il y a un protocole dont je n'ai pas l'expérience, parce que nous, on faisait que du stop and go. Donc, on arrête la morphine et on débute directement la méthadone, soit à la demande du patient selon la douleur, jusqu'au à peu près 4e jour, qui correspond à la saturation du tissu et au risque de leur relargage. Et à ce moment-là, on calcule la dose dont a eu besoin le patient et on la divise en 2, mais ça, on revient après. Donc pourquoi aller débuter en hospitalisation? Pour ça, parce que les protocoles sont quand même pas très clairs et que chaque équipe a sa méthode, on va dire, même s'il y a quand même des protocoles proposés et une équiantalgie proposée. Ces nombreuses interactions médicamenteuses et que du coup il y a une surveillance importante au niveau de l'ECG et au niveau de la bio, notamment ionique avec le potassium. Donc c'est pour ça que globalement, quand on veut faire un relais à la méthadone, il faut hospitaliser les patients. C'est une hospitalisation qui dure à peu près une semaine, le temps de vraiment être stable sur le plan de la méthadone pour pouvoir contrôler les symptômes, soit de surdosage, soit de sevrage de la morphine, contrôler les interactions médicamenteuses et le CG et le CJ. La délivrance de la méthadone, elle se fait en pharmacie habituelle, sur une ordonnance sécurisée, maximum 28 jours comme la morphine. Elle peut, quand elle est donnée à visée antalgique, elle peut être délivrée en une fois, 28 jours sur une ordonnance sécurisée, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour à visée substitutive. C'est une manière différente de délivrer la méthadone. Et une fois qu'elle est débutée par l'équipe de soins palliatifs ou de douleur, elle pourra être renouvelée par un médecin généraliste ou par le médecin de l'HAV dans le cas. C'est votre équipe qui c'est la visée antalgique? Non. Non, mais c'est l'équipe en fait, c'est le prescripteur qui va faire la différence. Et puis c'est le prescripteur qui le prescrit de manière différente par rapport à un prescripteur qui le prescrit à visée substitutive. L'administration de la méthadone, donc c'est exactement la même chose que la morphine. Il va y avoir une dose de fond et des interdoses. Ce qui est un peu particulier, c'est que ce qui interroge souvent, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le comprimé de méthadone de la dose de fond et le comprimé de méthadone de l'interdose. Voilà, il n'y a pas de libération prolongée. Donc parfois c'est un peu confusionnel, mais c'est bien le cas. Il y a la dose de fond de méthadone matin et soir avec avec la dose la plus importante, et l'interdose sera fait avec le même comprimé ou le même sirop, mais avec une dose moins importante. Comment? C'est du fait de sa demi-vie, tout à fait. Et voilà, exactement.
Et donc, une fois que la méthadone est bien équilibrée, il y aura une dose de fond matin et soir et des interdoses à 1/6 de la dose de 24 heures, avec un temps d'intervalle entre 3 et 4 heures entre chaque prise, maximum 6 fois par jour. L'efficacité, le début de l'efficacité, elle va être entre 20 à 30 minutes après la prise, comme la morphine, et la durée de l'action antalgique entre 3 et 12 heures, ce qui explique la prise matin et soir et la prise d'interdose à plus petite dose toutes les 3 heures maximum. Ok, ça c'est clair pour vous? Ouais. Les effets indésirables, c'est un peu les mêmes que ceux de la morphine. Donc somnolence, baisse de la vigilance, baisse de la fréquence respiratoire, hallucination, mais quand même beaucoup moins fréquente, hein, c'est ce que je vous disais au début. C'est moins, enfin les patients s'en plaignent moins. Il y a aussi des nausées et vomissements, mais qui sont souvent transitoires à l'initiation. La constipation, et ce qui fait la dangerosité, on va dire, de la méthadone, c'est l'allongement du QT. C'est pour ça qu'on fait un électrocardiogramme régulièrement, à J1, à J4, et à chaque modification de dose, normalement. Ouais. Dans la théorie, à chaque modification de dose importante, on est censé faire un ECG pour vérifier si le QT, avec un calcul de QT. Ouais. Moi, j'ai pas vu. Ouais. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on va essayer de respecter ou Si, ça serait bien de le faire. Ça serait bien de le faire. Alors après, oui, si on change de quelques milligrammes de l'interdose, effectivement, si on fait un gros changement, qui est une grosse augmentation, par exemple, on augmente de manière importante la dose du matin et du soir avec une augmentation de la dose de 24 heures qui est importante, voilà. Potentiellement, oui. S'il faut augmenter de manière très importante la dose de méthadone, c'est que la dose n'est pas adaptée et que peut-être qu'il faut réhospitaliser le patient. Ouais, tout à fait. Mais c'est sûr que, en théorie, dès qu'on modifie la dose de méthadone, il y a un sur-risque d'allongement de QT, et de torsade de pointe et de décès. Donc c'est quand même, c'est quand même bien de pouvoir contrôler le CG quand on manipule la méthadone. Sur les mêmes équivalences. Je vais y venir. Et du coup, il faut être vigilant avec l'hypokaliémie, hein, qui a ce même effet d'allonger le QT, et avec les traitements que on a quand même régulièrement chez nous. C'est pour ça que je les ai notés, ceux-là, qui ont aussi la propriété d'allonger le QT. Donc les traitements antidépresseurs ISRS, donc fluoxétine, paroxétine, les antidépresseurs tricycliques, l'amyltryptyline et les fluoroquinolones. Voilà, donc il faut être vigilant, c'est pas une contre-indication absolue, c'est une vigilance et une contre-indication relative. Voilà. Chez les patients qui ont des QT longs, par exemple, on ne se posera pas la question, on ne mettra pas ces traitements. Chez les patients qui ont des QT qui sont normaux, pour qu'il y ait une balance bénéfice-risque, ça sera à discuter. Le CG peut être fait le jour même et à J4. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui était intéressant pour vous, je pense. Ça, c'est assez clair là-dessus. Et donc, à la marge, la méthadone, on peut l'utiliser en intraveineux quand les patients ne peuvent plus prendre Péros. C'est le méphénon. C'est une ATU, donc une autorisation d'utilisation temporaire. Il faut faire c'est un CERFA, c'est une manipulation. On ne peut pas passer simplement de... il faut qu'on ait l'autorisation du pharmacien. Voilà. C'est une délivrance hospitalière, donc en HAD, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a l'autorisation. Voilà, mais c'est assez anecdotique. Hein. Il y a beaucoup de centres, si les patients ne peuvent plus prendre Péros, qui repassent à la morphine habituelle, parce que c'est souvent des patients qui sont très dégradés. Voilà. Mais ça peut arriver. Et voilà.
Et autre chose à la marge, c'est la méthadone en coantalgique. Donc associée à un traitement opioïde usuel, donc Skenan. Donc je vous ai mis un petit exemple, un patient qui est sous Skenan LP, matin-soir, 50, qui a des interdoses de 15 mg d'actiskénan, toutes les heures si besoin, maximum 6 fois par jour, et qui en plus a du Zorion 5 mg matin et soir. L'indication de la méthadone en coantalgique, c'est limiter les effets secondaires des opioïdes. Donc chez des patients chez qui on a augmenté de manière rapide les morphines capituelles, qui ont des effets secondaires, qui sont pas encore super bien soulagés. On peut rajouter de la méthadone en coantalgique, et notamment quand il y a des douleurs neuropathiques importantes pour lesquelles on n'a pas réussi à trouver un traitement qu'on utilise habituellement. Donc les antipyrétiques type gabapentine, Lyrica, les antidépresseurs, voilà. C'est pareil, la méthadone en coantalgique, c'est vraiment c'est de la spécialité. C'est les médecins de soins palliatifs et les médecins de la douleur qui initient la méthadone en coantalgique. Parce que c'est encore discutable et il y a encore des études sur l'efficacité de la méthadone en coantalgique. Voilà. Pourquoi le méthanon? Parce qu'on n'a pas la MM pour l'instant. C'est pas parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une sorte. Non, c'est vraiment. C'est administratif. Ouais. Parce qu'on n'a pas la MM. Et je peux pas vous dire pourquoi on n'a pas la MM. On me l'a dit, mais j'ai oublié. On a l'impression à la HAD qui a continué. Ça prend de méthadone. Ouais, mais parce que c'est parce que ce patient parce qu'on a essayé on a essayé tous les traitements antalgiques usuels. Il a été mis sous méthadone, soit il pouvait pas du tout prendre Péros, donc il a été directement mis sous méthanon isolé, soit il a été mis sous méthadone et a posteriori il peut plus prendre Péros et du coup on l'a mis sous méthanon. Mais c'est pas parce que c'est une autorisation d'utilisation temporaire qu'on peut pas l'utiliser à long terme. D'accord. Non, il n'y a pas de limitation. L'ATU, oui, c'est administratif, c'est une détermination d'un traitement. Il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise sans AMM, sans avoir besoin d'une ATU, mais par contre, il y a des traitements qu'on est obligé d'utiliser avec une demande d'autorisation pharmaceutique, en fait. Voilà. Sur le diapo, il y a la méthadone qui peut être utilisée avec les opioïdes. Oui. Et du coup, le méthanon aussi? Non, méthanon. Ouais. Je dis pas jamais. Je dis pas jamais parce que ces patients qui sont sous méthanon, c'est des patients qui sont hyper complexes, qui ont des douleurs très complexes, donc il pourra arriver que on puisse utiliser le méthanon, mais c'est toujours. Ouais. En théorie, c'est ça. La demande d'autorisation, c'est des patients qui sont sous méthadone déjà en Péros et qui ne peuvent plus prendre leur traitement. C'est un patient, il est au max de la méthadone. C'est pas pour ça qu'on va passer au méthanon. Parce que par exemple, le cas du méthanon, il prend Péros, c'est pas la méthadone. Ouais. Eh ben, j'ai pas. Il y a la clientèle et. Ouais. C'est toute la complexité de ces patients qui sont sous méthadone, en fait. C'est un antalgique qu'on utilise quand les patients sont extrêmement complexes. Donc il y a la règle théorique et puis il y a la pratique. Chez ces patients, on fait ce qu'on peut pour les soulager correctement. Et probablement, si on arrive à une PCA de méthanon chez ce patient, c'est qu'on a déjà utilisé beaucoup de choses et que c'est plus compliqué que la théorie classique du patient. Voilà. Ça rentre pas en fait dans la rotation normale. Non, ça rentre pas parce que c'est introduit par l'indication est posée forcément par une équipe mobile de soins palliatifs ou de douleur. Excusez-moi, voilà. On n'entend pas trop les questions. Oui. Ouais. On n'introduira pas la méthadone en première intention sur un patient qui est vierge de morphine.
C'est vraiment un... Après, encore le psychodone derrière, si on... Si, on pourra l'utiliser en deuxième intention, en fonction du profil du patient, s'il y a des douleurs neuropathiques, s'il y a une mauvaise tolérance. Voilà. Des douleurs associées à des cancers en particulier, où on sait d'ores et déjà qu'on sera plus efficace avec le méthadone? Les cancers qui donnent régulièrement des douleurs neuropathiques. Donc les cancers qui donnent, qui vont plus favorablement donner des métastases osseuses avec un risque notamment d'épidurite et de lésions radiculaires. Le cancer du pancréas avec l'atteinte cœliaque. Voilà. Comment? Alors, chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques chimio-induites, oui, mais c'est vraiment les patients qui ont des traitements, qui doivent recevoir de la méthadone parce qu'ils ont eu des traitements des douleurs neuropathiques chimio-induites, c'est qu'on est vraiment allé très très loin dans le traitement, quoi. Normalement, on est censé diminuer la dose de chimiothérapie avant qu'on en arrive à des douleurs aussi insupportables qu'on doit prendre de la méthadone. Mais bon, ça peut arriver. Mais oui, globalement, c'est souvent des patients qui ont des métaosseuses avec atteinte neuropathique en lien, des cancers du pancréas, mais c'est pas une règle. Mais oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Question. Oui. Quelle est la différence entre la morphine et l'oxycodone? Moi, je ne comprends pas. C'est une molécule de synthèse, l'oxycodone. C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas... Oui, en fait, si tu veux, c'est pas tout à fait il y a la morphine qui est vraiment un dérivé du pavot. Et de cette morphine, il y a des chercheurs qui ont étudié d'autres molécules qui s'en rapprochent et ils ont synthétisé d'autres molécules. Et entre autres, l'oxycodone, c'est une autre molécule qui ressemble à la morphine, qui va avoir le même effet sur les récepteurs et sur les neurotransmetteurs, mais qui, du coup, par son profil différent chimique, va avoir une tolérance ou une efficacité différente. Voilà, c'est pour ça qu'elle est utilisée et elle a des propriétés un petit peu différentes de la morphine, du chlorhydrate de morphine. C'est comme le fentanyl. Le fentanyl, c'est un dérivé de la morphine et c'est un dérivé qui a été étudié. C'est un métabolique de la morphine. La morphine, les molécules, vous savez, les médicaments, ils sont synthétisés, puis après il y a plein de il y a plein de petites molécules qui en découlent. Et le fentanyl, c'est vraiment une des dernières synthèses de la morphine. C'est ce qui fait que ça agit très vite. C'est ce qui fait la différence entre les différents opioïdes, c'est que c'est des dérivés de la molécule de morphine initiale, mais qui ont été modifiés chimiquement par les chercheurs. Voilà. Le fait qu'il y ait autant de protocoles d'utilisation différents, oui, c'est parce que c'est patient. Parce qu'il y a une variabilité interindividuelle, ouais. Il n'y a pas d'études en fait. Si, il y a des grosses études, il y en a notamment une récemment, mais il n'y a pas eu de démonstration de supériorité sur un. Voilà, il y a eu une démonstration de sécurité. Il y en a qui sont un peu plus sécures que d'autres, notamment le stop and go, avec souvent des doses de méthadone qui sont à terme moins importantes que celle du chevauchement, par exemple. Mais il n'y a pas de consensus. Et c'est pareil sur l'équivalence morphine orale. Sur les quiantalgies, il n'y a pas non plus de. C'est pas comme la morphine ou l'oxycodone. L'oxycodone, c'est forcément la moitié de l'EMO. Par contre, pour la méthadone IV, tu me posais la question, la méthadone Péros, quand on fait un relais en IV, on divise par 2 la dose.
Voilà. Il y avait une question. Merci. Il y avait une question. Ouais, ça va.